Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité industrielle et ses enjeux. Juste un peu avant sur moi, donc je travaille chez Mendian. Je ne sais pas si vous savez, Mendian a été acheté par Google, donc mes slides sont très aux couleurs de Google. Mais j'ai un background en génie électrique avec une maîtrise en cybersécurité, puis je me spécialise dans tout ce qui est la cybersécurité industrielle, les technologies opérationnelles et les systèmes de contrôle industriel. Ici, juste en commençant, il y a une quote que j'aime beaucoup. Je pense que ça fait référence à la première conférence qu'on a vue ce matin, mais la complexité est le pire ennemi de la cybersécurité et nos systèmes deviennent de plus en plus complexes. Je pense que ça résume beaucoup la conférence de ce matin, la première, puis aussi un peu qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui sur la cybersécurité industrielle. Donc, table des matières, cybersécurité industrielle, les technologies opérationnelles, systèmes de contrôle industriel. On va aller en détail sur ceux-là, puis qu'est-ce que ça signifie, puis qu'est-ce qui sont les différences entre toutes ces synonymes-là qu'on va penser. Après, on va aller voir comment protéger ceux-ci, puis la conclusion pour terminer. Donc, cybersécurité industrielle, vraiment, c'est la pratique de protéger les systèmes informatiques et les réseaux utilisés dans les opérations industrielles. Vraiment, les objectifs, on pense à empêcher les attaques, minimiser les impacts, puis s'assurer de la continuité des opérations dans tout ce qui est le milieu industriel. Les types d'industries, c'est assez sans trop mettre de détails sur ça. Là, je pense que vous connaissez quand même bien, mais on va penser à énergie et services publics, l'industrie chimique, l'automatisation des bâtiments, pétrole, gaz, manufacturier, infrastructure, traitement des eaux usées, miniers et sans compter le transport. Ici, les trains un peu qu'on voit, mais un peu plus en Europe. Ensuite, ici, on a le paysage des menaces de la cybersécurité industrielle. Vraiment, on fait au début une petite introduction sur qu'est-ce qu'est toute la cybersécurité industrielle. Premièrement, on voit que la chronologie est sur 20 ans. 20 ans, ça peut paraître long. Par contre, dans les systèmes de la cybersécurité industrielle, c'est très court. Ça prend beaucoup de temps avant de faire des changements parce que souvent, les systèmes ont été construits pour perdurer dans le temps au lieu d'innover. Donc, on va vraiment voir qu'ici, 20 ans, mais pour nous, c'est quand même pas très long. Il n'y a pas toutes les attaques qui se sont passées dans le milieu de la cybersécurité industrielle, mais vraiment les plus importants. Le premier, Stuxnet, je pense que tout le monde le connaît. Vraiment, un de mes histoires préférées, là, il y a le Darknet Diaries avec le livre aussi de Kim Zetter qui en parle un peu plus précisément, qui est super intéressant. Après Stuxnet, c'est là qu'on a vu l'ère de la découverte des vulnérabilités des systèmes de contrôle industriel. C'est ensuite qu'on a vu les malwares qui étaient vraiment spécifiques à ceux-ci. Ensuite, une des attaques qui a été très politisée, vraiment, Industroyer, qui est la cyberattaque sur le réseau électrique en Ukraine. Encore aujourd'hui, on la voit avec celui qui est au bout, Cosmic Energy, qu'on va voir un petit peu plus en détail ici. Donc, le premier, je n'en ai pas parlé sur l'autre slide, mais en 2007, il y a le Idaho National Lab ont fait une expérience pour essayer de voir si c'était possible d'attaquer la cybersécurité industrielle, d'attaquer les systèmes associés à ça. Aurora, ça ne fait pas référence à celui de Google, que peut-être que vous avez vu la web-série sur YouTube. Mais ici, vraiment, on a modifié les paramètres du relais protecteur pour permettre au disjoncteur de se fermer lorsque le générateur n'était pas synchronisé. Fait que sur l'image, ici, on voit le générateur, puis sur les vidéos sur YouTube, on voit que ce générateur-là bouge un peu trop, puis qu'il y a une explosion à l'intérieur. Donc, ça a vraiment été la première démonstration d'une cyberattaque ciblée sur un système électrique. Après, on a eu Stuxnet, comme on a vu plus tard. Puis aujourd'hui, en 2023, c'était à l'automne 2023, il y a eu Cosmic Energy qui a été découvert. Cosmic Energy, il n'a pas été découvert dans In the Wild, qu'on appelle, mais vraiment, je pense que qu'est-ce qui nous apporte l'information qu'il apporte, c'est que les technologies opérationnelles et les systèmes de contrôle industriel sont encore une cible. Il y a une menace qui est persistante sur ceux-là, soit que c'est géopolitique, soit c'est d'autres raisons. Mais de plus en plus, on voit des logiciels malveillants qui sont spécifiques pour les TO. Donc,
Des cyberattaques qu'on vient d'un peu discuter, on va aller comprendre les cibles. C'est là qu'on va passer aux technologies opérationnelles et les systèmes de contrôle. On va faire un peu la définition, aller voir les actifs précisément, puis les architectures de référence. Ici, on voit j'adore ce diagramme-là parce que, oui, on va faire la comparaison avec les TIC. D'après moi, vous connaissez très bien, mais on le met aussi à côté des OT puis des ICS. Les termes en anglais, mais les TO représentent technologie opérationnelle. C'est vraiment les systèmes et les réseaux qui vont contrôler les processus physiques dans des sites ou dans les types d'industries qu'on a vus un peu plus tôt. Ensuite, il y a les systèmes de contrôle industriel, que ceux-ci vont être soit les logiciels ou encore une fois les processus, mais qui vont contrôler tous les automates. Donc là, il y a plusieurs exemples qu'on voit. Pour tout ce qui est TO, on va parler de SCADA, on va parler de Embedded Device, tandis que quand on va aller voir les ICS, SCI aussi qu'on peut appeler en français, on va parler des PLC, des RTU. Puis il y a vraiment le milieu qui va aller faire le DCS et les HMI qui vont relier ces deux notions. Qu'est-ce qui est vraiment aussi important de comprendre, c'est que les TO ne sont pas indépendants des ICS. C'est vraiment deux entités qui s'entraident ensemble pour pouvoir effectuer les processus physiques. Aussi, concernant les TO, c'est là qu'on va avoir aussi la centralisation, tandis que les ICS, c'est là qu'on va avoir comme plusieurs plans qui sont un peu à l'extérieur de la centralisation. Donc, on peut penser à, par exemple, en électricité, ici, il y en a beaucoup au Québec, on peut penser à la centralisation qui va être soit à Montréal ou à Québec, puis ensuite, tu as toutes les substations qui vont être des ICS. Donc ça, vraiment, c'est la nuance, puis un peu l'explication de qu'est-ce qui sont les TO et les ICS. On va souvent dans le fond, ici, on présente le Purdue Model, qui est une architecture de référence. C'est comme ça qu'on va présenter souvent les TO et les ICS. Donc, le Purdue Model, ça a été développé en 1995, si je me souviens bien, par l'Université Purdue. Puis vraiment, c'est une architecture de référence qui permet d'aller séparer les différents niveaux, qui permet d'avoir un meilleur niveau de sécurité, qui permet d'avoir aussi de minimiser les risques parce qu'on voit vraiment les segmentations entre les différents niveaux. C'est pas un modèle obligatoire à suivre, mais c'est juste vraiment une architecture qui te permet qu'en suivant cette architecture-là, on va avoir une meilleure sécurité. Puis aussi, ça va être garantir une compliance aux normes. Donc, souvent, on va revoir le Purdue Model pour s'assurer que c'est bien. Aussi, on va pouvoir cartographier les menaces à travers le Purdue Model. Facilement, on va être capable d'aller voir c'est où c'est rentré, quel type d'actif qui a été attaqué. Puis ensuite, on va pouvoir faire une meilleure gestion des incidents. Ici, on parle un peu plus de la classification des actifs. Règle de classification qui est assez simple. Si l'actif est dans le réseau TI, ça va être considéré un actif TI. Même chose si un actif est sur le réseau TO, ça va être considéré comme un actif TO. Ça peut paraître simple, mais souvent, on va voir, par exemple, au niveau 3, on va voir des workstations qui vont être des PC, des ordinateurs Windows qu'on connaît tous. Puis, souvent, on va se tromper dans la classification de ces actifs-là, puis on va les mettre comme un actif TI. Malheureusement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment le considérer comme un actif TO pour s'assurer qu'on mette les contrôles en place qui vont s'assurer une sécurité. Ensuite, vraiment, pourquoi c'est important la classification? Parce que ça facilite la gestion des risques, la planification de la cybersécurité. Ça améliore la communication et la collaboration entre les équipes TI et TO. Puis ça permet d'appliquer des contrôles de sécurité appropriés. Ici, je voudrais juste parler d'améliorer la communication entre les collaborations entre les équipes TI et TO. C'est vraiment un point qu'on voit souvent chez nos clients, qu'il y a vraiment un énorme fossé entre les deux équipes. Les TO vont gérer d'une certaine façon, les TI vont gérer d'une autre façon.
Puis souvent, quand on arrive, puis on va en parler un peu plus tard, mais quand on va faire des exercices de pratique de gestion d'incidents, comme des TTX, c'est là qu'on va voir que ça va s'entrechoquer beaucoup. Il va y avoir beaucoup de différences dans les termes et dans les termes de comment les deux équipes vont utiliser ça, puis ça fait en sorte que souvent, on va avoir de la misère à résoudre de la bonne façon les incidents parce qu'on ne se comprend pas. Fait qu'il faut s'assurer vraiment d'avoir une communication qui est meilleure, puis avec un Purdue Model ou une architecture de référence qui va allier ça, ça va aider beaucoup les équipes. Donc, on parlait des contrôles de sécurité appropriés. On en a parlé un peu plus tôt dans la première conférence de la triade CIA que je pense que tout le monde connaît. En règle générale, ça change, ça dépend beaucoup des entreprises. On va voir la confidentialité en premier, ensuite l'intégrité, puis la disponibilité. Par contre, quand on va maintenant dans les TO, ça va changer beaucoup. On va aller voir en règle générale availability en premier, intégrité et confidentialité ensuite. La confidentialité en TO, c'est pas très important, à part si vous avez une entreprise de défense ou d'autres choses que vous ne voulez pas savoir, mais en règle générale, on veut juste que ça fonctionne. On veut que ça roule, on veut que, peu importe ce qui arrête la production, ça fonctionne. Puis ce qui fait le lien avec le modèle de sécurité pour les ICS, qui est vraiment Safety, Reliability and Productivity. C'est vraiment les 3 modèles de sécurité qu'on va utiliser. Puis on va s'assurer de faire la classification des actifs, puis ensuite de tenir compte de ce modèle de sécurité-là. Donc, défis en matière de cybersécurité industrielle. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été nommés depuis ce matin. C'est la même chose, on a les mêmes problèmes. Le 3e, par exemple, le manque d'experts, je pense que c'est partout, mais encore plus en TO parce qu'il y a encore moins de formation, il y a encore moins de certifications. Je pense, en ce moment, rapidement, si je pense que j'en connais 3-4 certifications vraiment pour tout ce qui est TO. Donc, il y a vraiment un manque d'experts dans ce domaine-là. Ensuite, on va parler du premier point, qui est la complexité des systèmes. Avec tout ce qui se passe, il y a une diversité des technologies et des architectures. Avec la COVID, par exemple, on a voulu être de plus en plus remote, on a voulu être à l'extérieur, puis pouvoir se connecter aux différents sites pour s'assurer qu'on puisse faire des changements sans nécessairement aller sur site. Donc, on a créé des systèmes qui sont extrêmement complexes, qui ont une connectivité qui est accrue. Puis, maintenant, il faut les protéger parce qu'il y a des gens qui vont utiliser trop facilement ces points-là. Ensuite, le 4e point, le manque de visibilité. On en a parlé aussi je pense que c'était 33% pour les inventaires des actifs. Dans les TO, c'est encore moins. On ne peut pas utiliser les mêmes outils. On ne peut pas faire un Nmap dans un système TO. Tu ne peux pas faire un ping. Donc, c'est vraiment difficile d'aller chercher toutes les informations. Il faut faire faut utiliser des outils qui sont spécifiques au TO. Donc, on va penser à un scan qui est passif. Par contre, là, c'est ça, il faut l'acheter. Il faut travailler avec le supplier pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc, il y a vraiment un manque de visibilité au niveau des TO. Puis, le numéro 5, l'obsolescence des technologies. C'est un point qui est extrêmement important parce que dans les TO, on va souvent dire ça a été fait pour être là et rester là. Ça n'a pas été fait pour innover, c'est juste fait là pour que ça roule. On veut que ça coûte le moins cher possible, puis on veut que ça soit le plus productif possible. Il y a un exemple pour celui-là. J'ai un de mes clients qui, malheureusement, ils ont fait un site qui était vraiment incroyable. Ils ont fait les demandes avec les RFP et tout ça. Puis, ça leur prenait, je pense, 10 ans un peu faire la construction du site. C'était vraiment un gros site. Puis, quand les 10 ans est arrivé, ils ont fait la mise en service. Et malheureusement, les systèmes TO ont été out of support 3 ans après que le site a été mis en service. Donc, on se retrouve avec un site qui est neuf, puis qu'il faut tout qui change. Donc, c'est vraiment important de faire de la gestion des tiers pour les TO aussi, mais avec un souci du détail
spécifiques au TO pour la gestion des tiers. Donc, section 3, comment protéger les TO et les systèmes de contrôle industriel. Chez Mandiant, on a une philosophie de la défense, c'est la théorie du 99. Donc, dans 99% des cas, les attaques vont venir des systèmes TI. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne protection au niveau des TI. Puis, on va vraiment aussi vouloir s'assurer qu'on va prioriser la défense selon la menace. Donc, vraiment, avec le diagramme qu'on voit, il manque des triangles, mais bon. Il y a un triangle gris qui est en plus pâle, puis il y a le rouge qu'on voit juste les lignes en ce moment. Mais principalement, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que quand on est dans le réseau TI, c'est là qu'il va y avoir une présence des attaquants la plus forte. Puis ensuite, quand on descend, il va y avoir moins d'attaquants qui vont réussir à passer tous les niveaux, on peut dire. Puis ensuite, il y a l'autre triangle qui fait reconnaissance aux gravités de la conséquence. Donc, si on a quelqu'un qui est dans le niveau de TI, il peut faire des trucs, mais ça va être un peu moins grave que s'il est vraiment en bas dans le niveau 0, qu'on a vu avec le Purdue Model, où on contrôle les automates, on contrôle les PLC, on peut aller changer la programmation, on peut faire des requêtes au serveur qui contrôle tous les réseaux opérationnels. L'avantage d'utiliser cette philosophie-là pour protéger les systèmes de contrôle industriel, c'est qu'il y a une efficacité accrue. On s'assure d'avoir une défense qui est en profondeur avec différents niveaux, puis vraiment des pare-feux qui vont protéger. Là, vraiment, le diagramme, c'est vraiment pas juste ça. Il manque beaucoup de couleurs et de pare-feux, mais bon. Puis aussi, on va avoir une meilleure protection des infrastructures critiques. Ensuite, des points clés qui sont vraiment importants à considérer quand on va protéger les TO et les systèmes de contrôle industriel. Il y a 3 points. Il y a l'environnement, la santé et la sécurité. Quand il y a une gestion des incidents sur les TO, souvent cette équipe-là va être aussi appelée à intervenir. Donc, il faut vraiment s'assurer que les plans de l'équipe d'environnement, santé et sécurité sont en alliance avec les plans des technologies opérationnelles. Donc, il faut vraiment que les deux équipes se parlent, puis s'assurent qu'il y ait un environnement qui est en santé et sécurité. Ensuite, il y a tout ce qui est opération et ingénierie. La plupart des attaques, des cyberattaques qui se sont passées dans les TO ont été décelées par les ingénieurs qui étaient sur les sites. C'est vraiment important quand on fait de la cybersécurité TO de parler à ces gens-là. C'est ces gens-là qui connaissent le mieux les systèmes. C'est ces gens-là qui savent que s'il est écrit 5, c'est correct, puis on peut le tolérer jusqu'à 10, mais si on passe à 12, c'est là que ça ne passe plus. C'est vraiment ces gens-là qui sont devant les systèmes, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais un bon 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Il y a l'attaque de Colonial Pipeline, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est qu'un de leurs ingénieurs a vu qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal. Donc, vraiment, c'est lui qui a pris la décision de segmenter le réseau TI à TO. Fait que c'est comme ça qu'ils ont sauvé beaucoup d'actifs qui ne se sont pas fait ransomware. Ensuite, le troisième point va faire référence à tout ce qui est tiers partie. Souvent, on va chez nos clients, puis il y a une partie de l'usine qui appartient à Rockwell, Honeywell, on peut penser Schneider, on peut penser à plein de suppliers, mais vraiment, ces entreprises-là ont des parties fixes dans les réseaux, puis il faut vraiment s'assurer qu'il y a une sécurité accrue parce que ces mêmes réseaux-là sont connectés à vos réseaux. Donc, il y a un partage des responsabilités avec les fournisseurs qu'il faut vraiment s'assurer parce que trop souvent, on se fait attaquer par les fournisseurs aussi. Donc, les 4 prochaines slides, on va vraiment aller dans qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger. Donc, en premier, il faut identifier ce que vous avez. Ça arrive à tous les fois qu'on fait des assessments. On demande un inventaire des actifs. Il n'y a personne qui a l'inventaire des actifs. Ils ne savent pas c'est quoi qu'ils ont dans leur site. Ils vont le savoir. Des fois, on va avoir des clients qui vont avoir la gestion de changement qui vont nous permettre d'avoir une certaine liste.
Mais c'est tout, c'est très rare. Encore une fois, comme je parlais tantôt, c'est dû aux outils qu'on ne peut pas utiliser les mêmes. Donc, la gestion des actifs, on va vraiment recommander d'avoir un scanner qui est passif, qui va permettre d'écouter le network, puis qui va pouvoir prendre des décisions de cet asset-là et telle marque, et il fait telle chose. Puis on va être capable de reconstruire aussi un réseau avec ces mêmes solutions-là. On peut penser à Clarity, Nozomi. C'est des solutions de scanners qui sont passifs, qui font juste écouter le réseau. Ensuite, une architecture de réseau. Il faut s'assurer que ces TI sont segmentés de ces TO. C'est crucial. Quand c'est mieux s'il y a une DMZ entre les deux. Vous connaissez les DMZ, il y en a aussi beaucoup dans les TI. Mais ici, vraiment, entre les deux, c'est là qu'on va émettre toutes les share services pour le réseau qui est le réseau TO. Mais vraiment, segmentation, segmentation, segmentation. Souvent aussi, il y a encore du Windows XP dans les entreprises qui ont du TO. C'est là, c'est présent. Fait qu'il faut vraiment s'assurer de faire une segmentation avec ces zones sensibles-là pour pas pour pas utiliser les failles de sécurité sur les Windows XP. Ensuite, la gestion des vulnérabilités. Avec l'outil que je parlais un peu plus en gestion des actifs, il y a aussi l'idée de faire la gestion des vulnérabilités. C'est quand même intéressant de vouloir apporter des correctifs. Par contre, dans le réseau TO, souvent, il n'y a pas de correctifs. Les assets qu'ils utilisent, soit par Rockwell, Schneider, tous ces suppliers-là, ne vont pas faire des correctifs pour les différents actifs. Donc, c'est vraiment important de aussi avoir une stratégie de comment on va mitiger les risques par rapport à ces vulnérabilités-là. Donc, c'est vraiment le deuxième paragraphe. Là, ici, la capacité de tout patcher est réduite dans les TO. Donc, vraiment, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une politique de gestion des vulnérabilités spécifiques au TO. Ensuite, développer les capacités. Ça, c'est un sujet qui est, je pense, de base dans les TI. Par contre, dans les TO, collecte de données, très rarement, détection d'anomalies, très rarement, puis des processus et des capacités pour la réponse aux incidents, très rarement aussi. Donc, vraiment, c'est juste d'utiliser un peu les mêmes processus qu'on utilise dans les TI, avec, encore une fois, les nuances des TO. Mais collecter des données sur les workstations, on est capable d'aller le faire. Donc, vraiment de s'assurer d'avoir ça, puis d'avoir des solutions qui permettent d'agréger les données sur votre SIM en considérant votre environnement industriel. Ensuite, détection, même chose. On peut penser à mettre des EDR sur les machines. Des fois, il faut s'assurer que le EDR est conforme avec les workstations qu'on a. Puis des antivirus aussi. C'est super important à les rajouter. Puis développer aussi ses capacités de réponse aux incidents dans les milieux de technologie d'opération. Vraiment d'avoir un plan qui est prêt, d'avoir les backups. Trop souvent, les gens n'ont pas les backups ou ils ont juste un backup, mais si ce backup-là est sur le même réseau, donc s'il y a un problème, malheureusement, les backups aussi sont perdus. J'ai des clients aussi qui sont souvent un peu, ils vont y aller à 100%, donc ils vont imprimer la ladder logic de leurs automates pour s'assurer qu'il y ait vraiment toutes les informations, que s'il arrive un incident ou un wiper, ils sont capables d'aller reprogrammer assez rapidement, plus rapidement que de repenser à toute la logique. Donc, on va avoir des gros cahiers, là, des fois dans les centres, là, avec toute la programmation qui est présente. Ensuite, on en a parlé un peu ici là, les logiciels, puis dans le fond des outils qui sont adaptés à la tâche. Logiciel, on va parler, oui, pour tout ce qui est la gestion des actifs, mais aussi pour tout ce qui est DFIR. Donc, Mandiant ont un outil qu'on retrouve sur le GitLab qui est
Redline, puis qui permet de faire de la forensique sur les workstations. Donc, on met juste le logiciel sur une clé USB, puis ensuite, on est capable de l'insérer, puis d'aller faire la forensique. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ces logiciels-là qui sont spécifiques pour les TO puis qui comprennent l'environnement. Ensuite, protocole de communication. J'ai beaucoup à dire sur ça, mais basically, c'est en clair. Tout ce qui se passe dans les TO, c'est en clair. Si on va capturer des PCAPs, on va essayer d'aller voir, ça va tout être en clair. On va tout avoir les images de toutes les workstations, des HMI. C'est assez facile. De plus en plus, on voit un peu l'encryption arriver, mais encore une fois, il amène un autre risque de la latence. Tu ne peux pas avoir de la latence dans les TO. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important à considérer. Donc, il y a un gage à faire entre, OK, est-ce que je veux être sécure, mais je veux m'assurer aussi que mon réseau fonctionne à la plus grande efficacité. Donc, vraiment ça ici. Puis aussi, on parle des ports. Souvent, il y a des ports, comme vous savez, les ports ouverts, mais dans les TO, c'est 6 fois pire ou 10 fois pire. J'ai pas de nombre exact, là, mais les ports qui sont ouverts, ça arrive tout le temps. Ensuite, les données du système. On va avoir dans les TO qu'est-ce qu'on va appeler un historian. C'est vraiment là qu'on va envoyer toutes les données, soit de température, de la mémoire, le CPU de la workstation. Donc, vraiment, toutes ces informations-là vont être sur le historian. Puis, c'est vraiment important d'aller regarder ces données-là quand on va faire la gestion de réponse aux incidents, parce que souvent, c'est ça qui va nous indiquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on regarde l'historian, on regarde la ligne de CPU, puis on va voir que normalement, c'est toujours du 30 %, puis là, d'un coup, ça devient à 55 %. Bien, tu comprends qu'il y a eu un changement dans le logiciel, il y a eu un changement quelque part. Puis c'est là qu'on va commencer à faire l'investigation. Donc, voilà les outils adaptés à la tâche, il y en a plein d'autres. J'ai parlé tantôt aussi des antivirus. Les antivirus dans les TO, étant donné que Internet n'est pas connecté directement dans les TO, l'antivirus, il ne peut pas se refresh à toutes les heures ou rapidement comme en TI. Donc, il faut vraiment regarder, avoir de faire une stratégie concernant l'antivirus, combien de temps on va le faire la mise à jour. Souvent, j'ai des clients qui l'ont mis une fois puis ils ne l'ont plus jamais updaté. Donc, ça ne sert pas mal à rien, mais ça arrive. Donc, vraiment, c'est d'avoir une stratégie de quand on va faire le upgrade. Est-ce qu'on va le faire aux 6 mois? Est-ce qu'on va le faire aux 2 semaines? Ça dépend. Ça dépend vraiment des process parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans la productivité. Mais ça aussi, c'est super important à regarder. Ensuite, l'une des dernières slides pour comment protéger les TO, vraiment, c'est de pratiquer, d'avoir un plan, de le tester et de l'améliorer. On en a parlé beaucoup, là, d'avoir de la réponse aux incidents qui est focus sur les TO et les systèmes de contrôle industriel. Puis aussi d'ajouter dans ça les équipes de santé et sécurité, d'ajouter les équipes d'ingénierie, puis d'ajouter aussi tout ce qui est les fournisseurs de services. C'est vraiment important d'interrelier ces ces 4-là avec l'usine elle-même pour la réponse aux incidents. Ensuite, plan et playbook. Je pense que ça le dit assez d'avoir des playbooks qui sont spécifiques. S'il y a un ransomware dans les TO, qu'est-ce qu'on fait, comment on interagit, ça ne sera pas la même chose que s'il y en a un dans les TI. Donc, vraiment, il faut s'assurer d'avoir le plus de détails sur ça, de qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait. S'il y a un wiper dans les TO, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez les backups? Ah, mais le wiper a passé aussi sur les backups. C'est quoi le troisième plan? Est-ce que votre fournisseur a vos codes? Est-ce que celui-ci pourra venir et vous aider à remonter votre site? Donc, c'est vraiment tous ces détails-là à ajouter dans les TO. Puis ensuite, tabletop exercise, de pratiquer avec les TI. Trop souvent, on fait des TTX, les deux équipes ne se comprennent pas.
Les TI, pour eux, c'est pas si grave, mais pour les TO, c'est extrêmement grave parce qu'ils ont perdu le contrôle sur tout leur site. Donc, vraiment, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils comprennent le même langage, puis qu'ils travaillent ensemble pour s'assurer de résoudre l'incident qui est dans l'exercice. D'avoir un plan de tester, l'améliorer, ça m'amène à vous parler de l'avenir des menaces, les inquiétudes et les contre-mesures. En 2023, il y a eu un nombre élevé de logiciels qui étaient spécifiques au TO. Puis au ICS, on le voit de plus en plus que je pense que c'était l'année passée dans un des rapports que Mandiant a sorti, il y a 11 malwares qui pouvaient affecter les TO. On ne voyait pas ça avant. Donc, il y a un risque qui est accru puis qui s'élève beaucoup. Puis les conflits géopolitiques, Ukraine, Russie, Israël, Hamas, peu importe, vraiment ça favorise les cyberattaques destructives, excusez-moi. Mais principalement les wipers et les ransomware, parce que c'est ceux-là qui vont créer le plus de chaos et de problématiques, puis ça va arrêter la production pour un certain temps. Recommandations, c'est assez simple. Propriétaires d'actifs TO doivent surveiller étroitement ces menaces, mettre en place des stratégies proactives, puis d'être prêts si jamais il arrive un incident, soit par pratiquer par avec des TTX, avoir des plans, des playbooks, et vraiment pratiquer. C'est tout ce que je peux mettre en phase. Puis, conclusion. Vraiment, aujourd'hui, on a défini un peu la cybersécurité industrielle puis ses réseaux TO et les systèmes de contrôle industriel. On a regardé un peu l'évolution du paysage des menaces, puis les nuances et la spécificité de la protection des réseaux TO. J'espère que vous avez apprécié. C'était quand même une introduction au monde TO. Il y a beaucoup plus de choses et de nuances, mais on pourra en parler plus tard. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Donc, parfait. Juste vous assurer de bien vous approcher du micro, s'il vous plaît. Merci. Salut, merci pour la présentation. C'est très intéressant. J'ai une question par rapport à... Tu mentionnais au début de la présentation, pour les systèmes, les TO en tant que tel, la CIA Triad, le volet confidentiel, c'est accessoire, distante troisième place. Ouais. Tu mentionnes les protocoles où il y a essentiellement, ce que tu me décris, c'est qu'il n'y a pas de chiffrement. Là. Donc, c'est un peu le Far West. Fait que là, on combine ces deux affaires-là ensemble, genre on s'entorche la confidentialité, puis on met pas les mesures en place pour respecter ce distant troisième volet-là. Ma question, c'est on fait quoi dans l'avenir rapproché? Y a-t-il quelque chose en développement pour contrecarrer des adversaires externes qui font de l'espionnage industriel sur les systèmes TO, comme genre, je pense à la Chine en tant que telle, qui est un MO national pour la Chine, tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour sortir ce milieu entier-là de l'âge de pierre, là, on dirait? Là. Puis, et si oui, j'ai une question connexe aussi. C'est quoi ça ressemble à quoi le landscape au niveau des SIM/SOAR dans le TO en tant que tel? Genre, opérationnellement parlant, ça ressemble à quoi les outils? Oui, pour ta première question concernant la confidentialité, puis qu'après les protocoles de communication sont en clair, on le voit beaucoup, mais le problème, c'est l'obsolescence des technologies qui sont en place. Donc, tu as des PLC qui n'acceptent pas ça, ou tu as des RTU, ou peu importe le device, qui ne vont pas accepter une encryption, encryption. Fait que ça va faire en sorte que tu te retrouves à est-ce que tu dois changer ton parc au complet pour t'assurer que tu as une sécurité, ou tu changes un device ou un autre, ou tu mets des mitigations un peu, tu vas aller faire une forteresse autour pour essayer de diminuer ton risque. La réponse à ta question est très dure parce que ça dépend toujours du business puis ça dépend combien ça coûte. Par exemple, mon client, quand on leur a dit après 3 ans, tout est out of support, il capotait un peu parce que clairement, maintenant, il faut tout qu'ils refassent leur système, il faut tout qu'ils upgrade. La réponse, c'est vraiment un business trade, mais je pense que de la mitigation et de la segmentation, vraiment, ça va être là le truc clé pour essayer de renforcer ta sécurité. Après, pour les SIM et les SOAR, on en voit de plus en plus. Chronicle va commencer à faire des use cases qui sont un peu plus TO. Je sais que Splunk aussi ont
un device pour agrémenter toutes les données qui sont Théo. Ça se voit de plus en plus, mais encore, c'est l'âge de pierre. Puis c'est vraiment des questions de business. Il n'y a pas l'argent, puis ça coûte cher quand tu veux changer un réseau. Ça ne coûte pas 4-5 ordi. C'est des millions, puis ça coûte trop cher. Fait que, malheureusement, on va mettre plus des protections sur la segmentation, puis de segmenter, triple segmenter des réseaux avec des Windows XP. De rien. Je pense que tu viens de répondre partiellement à ma question, mais tu as abordé le volet vulnérabilité puis que c'était pas possible de mettre à jour. Puis là, tu as amené, c'est important d'avoir une stratégie là, pour adresser ça. Fait que je me demandais, j'essayais de voir, d'anticiper, c'est quoi les stratégies potentielles. Là? C'est un peu difficile à imaginer. En TI, on est habitué, on patch. Là. Puis, ben, à partir de ta réponse, j'imaginais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait récupérer peut-être du côté TI, là, mais peut-être déjà répondu partiellement avec... Oui, j'ai un peu, c'est dans la même ligne. Faut avoir une stratégie. Fait que dans le fond, premièrement, on voit qu'il y a un actif qui a une vulnérabilité. La première, est-ce que c'est un article, un PC qui a un software, ou si c'est vraiment un Siemens PLC qui est l'actif. Après, c'est vraiment d'aller voir avec le fournisseur. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de me fournir un correctif? Est-ce que je peux le mettre dans mon plan parce que moi, j'ai cet autre système-là qui est connecté? Est-ce que ça va marcher ensemble? Est-ce que ça va toujours fonctionner? Fait que là, c'est vraiment de travailler avec ton fournisseur, d'avoir un partenariat avec ton fournisseur pour travailler sur ça. Puis après, la solution qu'on voit le plus, c'est de segmenter les réseaux. On va souvent parler en TO des air gaps. Si tu as des employés, ça rentre puis ça sort, fait que non. Mais c'est pas air gap. Puis après, si c'est connecté à un autre réseau, non. Mais on va penser à aller bloquer tout ce qui est USB parce que tu veux protéger. Tu vas segmenter, tu vas le mettre dans un réseau, dans un coin. Si tu es capable de le débrancher du reste, mais c'est ça que tu vas faire, puis tu vas le laisser rouler standalone. Fait que c'est à penser à tout ça. Il y a plein de choses à penser. Est-ce qu'on peut faire comme en TI? Je pense pas. Il y a beaucoup de nuances à ajouter, puis d'avoir des labs aussi dans les TO. On ne voit pas souvent des clients qui ont des labs ou qui vont aller tester. C'est pour ça qu'on voit beaucoup aussi les Digital Twins commencer à pousser avec tout ce qui est TO, parce que c'est facile de refaire ton plan là, puis de faire les labs et tout, et de tester. Mais, ouais. Merci. De rien. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Good. La question que j'amène est plus au niveau des équipes de cybersécurité. Moi, j'ai un point de vue, Théo, où par exemple, dans des hôpitaux, si tu as un serveur sur lequel du IoT est branché, il y a des gens à l'autre bout qui peuvent mourir si jamais ça ne fonctionne pas. Je l'ai vécu aussi dans le nucléaire, je l'ai vécu dans tout plein d'autres choses, où tu ne peux pas vraiment agir pour bloquer une attaque s'il y a une attaque. Ma question, c'est au niveau de la création des équipes de cyber ou de l'hybridation des équipes de cyber pour venir inclure ces experts affaires ou ces experts opérationnels-là dans les équipes de cybersécurité. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Tu vois, c'est vraiment une question qui est intéressante parce qu'on voit beaucoup de problématiques. Chez nos clients, même si ce n'est pas des hôpitaux où que c'est critique puis il y a la vie d'un patient au bout, les gens ne se parlent pas. Il y a d'énormes fossés entre les TI et les TO. Chez Mandiant, comment on a approché un peu ce problème-là, c'est qu'il y a des équipes régionales qui sont focus sur tout ce qui est TI. Puis ensuite, il y a des gens qui sont des regional leads qui viennent s'ajouter puis viennent amener toute la composante TO. Fait que je pense que c'est d'avoir vraiment un expert. Des fois, c'est dur, donc des fois, peut-être que c'est d'aller avec un partenaire pour trouver cette expérience-là qui est TO, mais il faut se sensibiliser, il faut amener les risques des TO de plus en plus à la table, comprendre que on ne peut pas patcher tout le temps en TO, c'est super important. Il faut l'expliquer. Un peu comme tu as dit tantôt, de l'impliquer. Je pense qu'il faut impliquer les gens, expliquer pourquoi. Souvent, on voit un peu des chicanes entre les TI, TO. Ben là, tu as juste à patcher, tu as juste besoin de patcher, mais non, parce que sinon, ce software-là ne fonctionnera pas, puis ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment des impliqués d'être là, puis d'expliquer. C'est un peu ce qu'on fait souvent en tant que consultante, d'expliquer les problématiques, mais c'est vraiment important de le faire de plus en plus dans des cas comme ça aussi. Merci. On a une question en ligne, donc je vais venir te rejoindre pour la lire.
La matrice ICS du MITRE-ATT&CK semble moins mature que la matrice IT. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Non, les attaques qu'on voit dans les ICS sont très jeunes, très peu matures. Dernièrement, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait une présentation au Congrès concernant tout ce qui est des technologies opérationnelles. On en a parlé, puis dans le fond, il y avait beaucoup d'espionnage de d'autres gouvernements. Puis, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est hyper simple. Ils vont utiliser le Active Directory parce qu'on va vouloir avoir son propre Active Directory en TO, qui est spécifique dans tous le niveau 3 et en dessous. Par contre, les contrôles de sécurité appliqués dans ces AD-là sont pas très bons. Fait qu'on a vu avec le AttackPath que c'était hyper simple, qui ont réussi à avoir toutes les informations par soit des vulnérabilités, soit des passwords not required. Trop souvent, c'est là. Fait que non, malheureusement, il n'y en a pas quelque chose de mieux parce que c'est encore très simple le type d'attaque qu'on voit dans le milieu TO. Merci. Puis, l'industrie en général, j'ai l'impression que c'est un domaine où il y a beaucoup d'emphase sur la sécurité physique. Ça fait partie de la culture, mais j'ai l'impression que côté culture, sécurité de l'information, c'est un peu plus difficile. Est-ce que je me trompe? Non. Qu'est-ce que serait ton conseil pour les industries pour bâtir une culture plus forte dans leurs entreprises? Ça revient à la question de tantôt, mais d'impliquer puis d'en parler. On va avoir les phishing, tout le monde a ça. C'est les courriels qui nous testent de voir si on va cliquer sur le lien, mais après, ça va augmenter en difficulté si tu as cliqué, etc. Mais d'avoir un peu ce même d'approche-là dans les TO, ça va être important. Les clés USB, de ne pas en mettre, mais encore moins dans les TO. Fait que c'est juste de sensibiliser. Trop souvent, on arrive dans des sites... ceux qui ont un peu moins une menace géopolitique, on va arriver sur leur site et sont comme il ne va rien arriver ici, là, on fait des biscuits. Qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ça a quand même un impact. Si on a un ransomware ou un wiper, ça va causer des délais dans la productivité. Puis en haut, ils ne seront pas trop contents de ne pas avoir fait des biscuits. Des biscuits, des automobiles. Oui, exactement. Plein de trucs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Non? Bien, merci beaucoup. Très intéressant, Camille.